Ok, bonsoir à tous. On est ravis d'être là au Zèbre qui a rouvert spécialement pour accueillir ce soir donc Lignon Mathieu qui vient nous présenter son dernier livre Les prostituées et leurs bienfaiteurs. On remercie évidemment le Zèbre pour son accueil. On remercie aussi Ludo ici présent et Anso aussi qui a dépanné. Ouais, merci, c'était pas mal. Donc voilà. Donc ce livre de Lilian Mathieu est un livre donc qui est en quelque sorte un peu, comment dire, co-substantiel, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est un livre qui a évolué avec son parcours à lui, puisque c'est le fruit de 30 années d'enquête et qu'il a commencé à travailler sur le sujet de la prostitution, tu me dis si je me trompe, en 1991, pour travailler sur les nouveaux territoires de la prostitution lyonnaise. Ce travail ensuite s'est poursuivi dans le cadre d'une thèse en sciences politiques à l'université Paris X à Nanterre. Et puis il s'est poursuivi aussi sur avec une étude sur les mouvements sociaux ayant la prostitution pour enjeu. Donc ce livre-là, c'est un peu la synthèse et le fruit de tout ça. C'est un livre assez complet, complexe aussi, mais vraiment très intéressant et sur lequel on va pouvoir discuter. On accueille aussi ce soir Kay, qui est le nouveau capotier de Lyon. Je ne sais pas si tout le monde m'entend, ça va ou pas? Vous venez de l'avoir? Ok. Et donc, qui a pris la relève de Jérôme Benozio. C'est ça. Et qui est capotier donc depuis 1900. Oui. 2023, c'est ça? 2020. Ça va faire un an là que j'ai pris la relève. Ok. Et donc il jouera. Alors qu'est-ce que c'est qu'un capotier? Alors d'après ce que j'ai lu, tu me dis si je me trompe, mais d'après ce que j'ai lu, parce que je me suis un peu documentée, effectivement. Et les questions normalement, monsieur, c'est après. Mais d'après ce que j'ai lu, c'est le fils de Jérôme Benozio qui a inventé ce nom de capotier en classe, parce qu'on lui demandait quelle était la profession de son père, qui vendait donc des capotes aux prostituées. Et donc il a inventé ce mot de capotier qui est resté et qui a été repris. Oui. Je me trompe ou pas? Non, c'est tout à fait ça. Voilà, bah voilà. Après, souvent on me demande si je travaille dans les voitures, hein, donc c'est compliqué. Mais... Okay. D'autres questions? Non, ça. Super. Vous êtes, pardon? Tu veux que je me présente? Du Zèbre, ok, oui, je suis Isabelle Bory du Zèbre. Voilà. Et donc j'ai été, entre autres. Et donc voilà. Donc moi je suis absolument pas sociologue. Voilà, j'ai lu ce livre avec un regard tout à fait novice et en sociologie. Et donc mes questions vont être assez naïves. Je ne suis pas non plus une spécialiste de la prostitution. Simplement, je trouve que je trouvais le sujet. Je pense que ce sujet interroge tout le monde, notamment toute identité féminine, mais pas que, parce que ça touche à l'intime, parce que ça touche aussi à des imaginaires. Et donc voilà. Je voudrais commencer cet entretien avec Lilian. Je vais lui laisser la parole parce que peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faudrait définir en amont et qui est le problème de la déviance. Parce que son livre commence avec en exergue une phrase quand même de Cyndi Lauper que je vais lui laisser lire parce que j'ai un accent anglais absolument lamentable et qui dit « Girls just want to have fun ». Voilà. Et donc, voilà, je voudrais simplement commencer par ça. Et pourquoi cette citation en exergue? Et ça veut dire en français? Attends un peu. Et donc, lui poser ce problème de la déviance qui était quand même le problème qui, si j'ai bien compris, était à l'origine avant de travailler sur la prostitution, était à l'origine de tes intérêts. Alors, oui, la citation de Cyndi Lauper, qui n'est pas très connue comme sociologue, mais qui, en tant que chanteuse, peut stimuler la réflexion sociologique. Donc, les filles veulent simplement s'amuser. Et, bon, la chanson a rien à voir avec le thème du bouquin, mais cette idée que les filles veulent simplement s'amuser
me semble responsable de bien des malheurs dans l'humanité et des malheurs qui atteignent la moitié féminine de l'humanité, c'est-à-dire que les filles veulent s'amuser et tout le reste du monde social s'inquiète qu'elles veuillent s'amuser, veulent les empêcher de s'amuser par différents moyens qui peuvent être des voiles, qui peuvent être des tenues qui les empêchent de danser, etc. Enfin, voilà, il y a une oppression sur le corps des femmes qui est constitutive du patriarcat. Et lorsque elles s'affranchissent de ce contrôle, et lorsque certaines s'amusent réellement, vont danser, rentrent tard le soir, etc., on a des inquiétudes sur leur moralité. Éventuellement, on les traite comme des mauvaises filles et on les traite en mauvaises filles. Et il me semble que voilà, la prostitution a à voir avec un stigmate, hein, celui de mauvaises filles, de femmes qui se comportent mal sur le plan de leur sexualité. Et voilà, cette notion de stigmate qui atteint les personnes qui ne sont pas que des femmes, mais dans l'imaginaire, on a quand même une représentation essentiellement féminine de la prostitution, c'est à la base de la réflexion sociologique sur le sujet. Hein, donc le bouquin s'inscrit dans... donc c'est un bouquin de sociologie. L'étude de la prostitution s'inscrit dans un domaine de recherche de la sociologie qui est la sociologie de la déviance, qui est l'ensemble des comportements qui sont... alors, c'est à la fois les comportements qui sont à l'écart de la norme, hein, donc il y a d'un côté ceux et celles qui vont être stigmatisés parce qu'ils ont des comportements qui sont distincts de la norme, c'est-à-dire le monde des normaux, hein, qui eux s'estiment pleinement légitimes, mais c'est pas seulement les comportements, c'est le fait d'étiqueter des gens comme présentant un écart à la norme. Éventuellement, ils peuvent se comporter très bien, mais le fait d'être labellisé, d'être étiqueté, d'être traité différemment, parce qu'on est supposé différent, avoir des traits distinctifs par rapport à la norme, ça entraîne toute une série de conséquences sur les personnes. Alors, d'où le titre du bouquin, qui essaye de synthétiser en 5 mots, le fait qu'il y a le monde des, entre guillemets, déviants, en l'occurrence les prostituées dans ce cas, et puis il y a le monde des gens qui se considèrent représentants de la norme, donc il y a les prostituées, et puis il y a leurs bienfaiteurs, c'est-à-dire tout un tas de gens, un ensemble très disparate, de gens qui s'intéressent à la prostitution sans faire partie de l'activité et qui, de l'extérieur, se disent que cette réalité est déplorable, est négative, néfaste, sur tout un ensemble de plans, et qui veulent intervenir pour faire le bien des prostituées. Et ça a des effets en retour, c'est-à-dire qu'on a une réalité sociale, on a, qui est celle de la prostitution, on a le monde des... Alors, je les ai appelés bienfaiteurs, il aurait pu y avoir d'autres termes, mais c'était peut-être le moins mauvais. Des gens qui veulent faire le bien et prostituer, qui adoptent parfois des positions publiques. Il y a des intellectuels, il y a des militants et des militantes parmi eux et parmi elles. Et puis, il y a des politiques qui adoptent des politiques publiques qui ont des effets en retour sur la réalité de la pratique de la prostitution. Donc, il y a une interdépendance entre les deux. J'espère avoir été clair, mais n'hésitez pas à intervenir. Ouais, moi, je voulais revenir sur ce titre, qui est un titre double. Et effectivement... ce qui est intéressant dans ton livre, c'est que, moi ce qui m'a intéressé en tout cas, c'est que les frontières sont pas si bien définies et que ces mauvaises filles que sont les prostituées vont devenir aussi des victimes à un moment donné et vont être considérées comme des victimes, et que les bienfaiteurs peuvent être aussi des gens qui ne sont pas des bienfaiteurs du tout. Donc il y a tout ce jeu comme ça finalement de flou au niveau des frontières. Les frontières sont pas si claires en fait, quoi. Et tout est en perpétuel mouvement et tout bouge en permanence, et donc
Et donc voilà, quoi, j'avais bien envie de t'interroger sur justement qui sont les prostituées, et puis peut-être pourquoi tu as choisi ce terme-là, de prostituée, plutôt que de travailleuse du sexe. Ouais, ça fait beaucoup, Et là, hein. puis je m'arrête là parce que ça fait beaucoup, on dit, donc j'arrête. Ok. Ouais, alors, bah, en fait, le bouquin, comment dire, il y a 7 chapitres. Les 3 premiers sont consacrés au monde de la prostitution lui-même, et les 4 derniers sont consacrés aux politiques publiques en matière de prostitution. Il y a une progression comme ça, et notamment les dernières lois qui ont été instaurées et débattues, qui sont la loi sur la sécurité intérieure de 2003, à l'époque où Sarkozy était ministre de l'Intérieur, et la loi de 2016 sur la pénalisation des clients. Donc voilà, j'ai voulu que ces deux aspects, qui sont structurants du propos du bouquin, se retrouvent évidemment dans le titre. Alors, prostituée plutôt que... alors, on me reproche souvent, et je comprends le reproche, oui, avant de partir à ça, la question est politique publique. Je reviendrai après sur le choix du terme prostituée. En fait, quand j'ai commencé à travailler sur ce thème de la prostitution au tout début des années 90, c'était dans le cadre d'une recherche qui était financée par l'Agence française de lutte contre le sida. Qui ont constaté avec l'apparition du sida, il y avait besoin, et la France a mis pas mal de temps, a pris pas mal de retard pour initier les premières actions publiques en matière de prévention et d'accompagnement des personnes concernées. On s'est aperçu que... Voilà, fin des années 80, il faut lancer des politiques de prévention auprès des gens exposés à un risque de contamination, et en fait, il n'y a aucune connaissance sur le sujet. En tout cas, sur la prostitution, c'était considéré quand même quelque chose de sale. Voilà, on n'en parle pas dans le débat public, dans le débat politique. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, j'ai été faire, comme il se doit, un tour en bibliothèque, et il y avait à peu près rien. Il y avait des bouquins de curés qui dissertaient sur la prostitution, mais pas d'études sociologiques. Donc, voilà. Mais il y avait un besoin de connaissances, et avec des collègues, on a produit ces connaissances parce qu'il y avait une demande politique. Il y avait un besoin pour l'action publique de savoir comment fonctionne ce milieu-là et comment adopter la prévention. Bon. Au fur et à mesure des années 90, la question de la prévention du VIH est passée au second plan des préoccupations sanitaires. Il y a de nouvelles populations prostituées qui sont apparues, et qui sont apparues de manière visible. Ça, la question de la visibilité, elle est importante. À la fin des années 90, début des années 2000, qui étaient notamment des migrantes. Et ça a suscité des controverses, des interpellations du politique, spécialement à Lyon. Et il y a eu à nouveau un débat politique. En tout cas, c'est devenu à nouveau une préoccupation d'action publique en termes de lutte contre ce qui a été... définis comme les réseaux de traite des êtres humains, et de lutte contre les nuisances urbaines que cause la présence visible des prostituées. Donc ça, on a eu les premiers arrêtés anti-racolage qui ont été adoptés par Gérard Collomb à Lyon, mais par d'autres municipalités à peu près au même moment, qui a connu une concrétisation dans la loi, avec la loi sur la sécurité intérieure de 2003, donc ce que j'évoquais, la loi Sarkozy, qui a été aussi contemporain d'une forte mobilisation d'un mouvement qui lutte pour l'abolition de la prostitution, qui était insatisfait de la loi Sarkozy, et qui a fait du lobbying, et qui a mené campagne pendant les années 2000-2010, et qui a abouti à la pénalisation des clients en 2016.
Donc le bouquin, d'une certaine manière, et mon travail, hein, parce que le bouquin fait la synthèse, comme tu l'as dit, d'une trentaine d'années de recherche sur différents aspects de la prostitution, a toujours un peu couru derrière les évolutions du débat public et les évolutions des politiques publiques. Voilà. Donc voilà, c'était... et à chaque fois aussi, parce que j'ai été un peu identifié comme sociologue spécialiste du sujet, avec des sollicitations, faire de nouvelles recherches pour aborder de nouvelles thématiques. Voilà. Alors, le choix du mot prostituée plutôt que travail du sexe, parce que c'est l'autre terme, il y a plusieurs raisons. Première, c'est que travail du sexe, c'est une catégorie d'origine militante, et que je ne suis pas militant. Je suis sociologue qui observe une réalité sociale donnée. Je travaille sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir. J'observe des réalités sociales. Voilà. Donc, alors je sais qu'au niveau international, sex work, c'est beaucoup plus imposé qu'en France. Ça n'a pas la même connotation militante. Et ça a été, pendant la trentaine d'années, ça a été souvent difficile de garder cette position de sociologue qui observe une réalité qui n'est pas l'intellectuel organique de tel ou tel courant, de tel ou tel groupe militant. Et voilà, éviter ce vocabulaire qui me paraissait trop militant était, selon moi, une nécessité pour... conserver à mon propos une dimension scientifique. L'autre chose, c'est que je ne suis pas sûr que toutes les personnes qui exercent cette activité se retrouvent dans le terme de travail du sexe. Et puis, travail du sexe me pose aussi problème d'un point de vue de l'usage sociologique. C'est-à-dire, il y a plein d'autres formes de travail du sexe, notamment la pornographie, qui obéit à des logiques qui sont pas les mêmes. Donc moi, je m'intéresse à la vente aux personnes qui vendent des services sexuels. Le porno, c'est pas tout à fait la même chose. Hein, donc j'ai voulu resserrer aussi sur cet objet. Ok. Et dernière petite question, toujours sur ce choix de prostituée EES, c'est pas E-E-S? Ouais. Alors ça, c'est... si vous regardez le bouquin, il y a de l'écriture inclusive dans les premiers chapitres, ceux qui sont consacrés au monde stricto sensu de la prostitution. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des personnes trans, voilà. Et il s'agit de mettre en mots, de reconnaître cette pluralité dans l'écriture des textes. Dans les chapitres suivants, qui sont plus sur le débat public, sur les controverses publiques, sur les politiques publiques, les débats parlementaires notamment, j'ai beaucoup travaillé sur les débats parlementaires, je le mets au féminin parce que ces gens-là, ces discours-là, envisagent la prostitution comme essentiellement féminine. Hein. Et la définition qui est celle qui a été entérinée par la loi de 2016 définit la prostitution comme une violence patriarcale, une violence exercée par les hommes à l'encontre des femmes et exclut totalement de l'imaginaire, au travers de ce langage, le fait que la prostitution peut être exercée par d'autres personnes que des femmes cis. Donc, j'ai voulu le marquer aussi par l'utilisation du langage que dans l'imaginaire, en tout cas l'imaginaire des discours publics sur la prostitution, en tout cas des discours dominants, et discours dominants au sens, ils sont inscrits dans la loi, c'est la politique de l'État, on envisage la prostitution essentiellement, hein, au sens de l'essence même, uniquement comme une question qui concerne les femmes cis. Et alors ça a des effets, c'est-à-dire que si vous regardez, parce que une partie de dernières étapes de mon travail sur la prostitution, ça a été de suivre des procès pour proxénétisme ou traite des êtres humains avec une équipe de collègues.
Et en fait, les formes de proxénétisme ou d'organisation de la prostitution, par exemple, de personnes trans latino-américaines ou de prostituées femmes cis africaines, les modes d'organisation et d'exploitation sont relativement similaires. Le souci, c'est que la police ne traite pas, n'a pas la même attention sur ces deux formes, et ces deux formes ne se retrouvent pas de la même manière dans les tribunaux. Et et ça c'était assez fascinant, lorsque des magistrats avaient à juger des femmes pour proxénétisme, hein, les mises en cause, souvent il y avait des hommes et puis des femmes, ils étaient quand même assez désemparés. C'est-à-dire que cette vision essentialisante que la femme est nécessairement une femme et qu'elle est nécessairement victime, et que dans la réalité, elle puisse être coupable, en tout cas mise en cause pour avoir exploité d'autres femmes, fait partie de l'inimaginable, ou en tout cas difficilement compréhensible pour les magistrats. Ça, c'était quand même assez fascinant. Hein. Donc cet imaginaire essentialisant, il a des effets concrets sur la manière dont, une nouvelle fois, les politiques publiques, hein, du côté des bienfaiteurs, ça a un impact sur les personnes qui exercent la prostitution. Oui, parce que ces bienfaiteurs, ça c'est aussi quelque chose qui bouge énormément dans ton livre et là aussi les frontières sont très très floues entre le bienfait et le bienfait négatif en fait, qui a des conséquences en tout cas négatives, qui peut avoir des conséquences négatives. Oui. Sur les prostituées et sur leurs pratiques et sur leur discours aussi et sur leurs revendications. Ouais, alors les bienfaiteurs, la catégorie, elle traite large. Hein, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont des positions antagonistes que je regroupe dans ce terme voilà, de bienfaiteurs, mais ce sont tous les gens qui défendent une vision de la prostitution, qui plaident pour des politiques, des mesures en faveur des prostituées, qui peuvent être des intellectuels, qui peuvent être des militants et militantes, notamment féministes, et le féminisme français, il est extrêmement clivé, ou extrêmement... voilà, il y a un ensemble de positions très, très hétérogènes, il n'y a pas un consensus sur cette question. Ça peut être des magistrats qui rendent des jugements dans des affaires de proxénétisme, c'est des travailleurs sociaux, c'est des policiers, c'est des professionnels de la politique qui voilà, interviennent, prennent position et parfois adoptent des positions. Alors, et je ne mets pas en cause, il n'y a pas d'ironie dans bienfaiteur, hein, c'était le terme qui me... Bon, le bouquin a d'abord été publié en anglais, c'était Rescuers, donc ce qui est un peu ceux qui viennent au secours, mais il n'y avait pas de traduction vraiment équivalente. Donc voilà, mais il n'y a pas d'ironie dans ce terme, et je ne mets pas en doute, enfin, ça serait pas une logique sociologique, la sincérité des gens. C'est-à-dire, je pense que tous ces gens, la plupart sont sincères lorsqu'ils pensent que telle mesure pourrait améliorer la situation des personnes qui exercent cette activité. Alors, le souci, c'est qu'un certain nombre de mesures me paraissent avoir des effets contre-productifs en regard de leurs objectifs affichés. Et je pense que c'est le cas de la loi de 2016, qui était destinée à aider les prostituées à se réinsérer, à s'engager dans des parcours de sortie de la prostitution. Et ces mesures n'ont pas donné les résultats attendus. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que lorsqu'on écoute les défenseurs de ces politiques, il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est toujours les mêmes chiffres de prostituées. Alors qu'ils sont, de toute façon, les chiffres sont totalement pifométriques, mais vous voyez, ouais, non, il y a 40 000 prostituées, c'est insupportable, avant la loi, et aujourd'hui, on y dit, oui, ça reste un problème grave, il y a 40 000 prostituées. Ben, après 10 ans de politique et de
ces parcours de sortie de la prostitution qui ont été institués, c'est quand même un peu décourageant. Ou en tout peut-être que la politique n'est pas la mieux adaptée. Et l'autre chose que j'évoquais, Gérard Collomb, paix à son âme, tout à l'heure, je veux dire, la politique qu'il a mise en œuvre, qui a été renforcée par la loi Sarkozy 2002-2003, a contribué à exclure les prostituées du centre-ville, du centre de Lyon. Bon. Alors, la loi de 2016 dit on est l'inverse de la loi de 2003. Hein, la loi de 2003 punit le racolage, là on punit le client. Donc la prostituée qui était coupable de racolage, maintenant elle est victime de la violence du client. Mais les faits elle-même. En tout cas, les prostituées ne sont pas revenues dans les centres-villes. Donc, et en termes de... Enfin, il y a des gens qui connaissent, et je pense que Kay pourra en dire mieux l'actualité de la situation que moi, mais la situation reste celle d'une dispersion, d'un isolement, d'une précarisation, d'une fragilisation des personnes qui exercent cette activité, en tout cas qui sont dans l'espace public, par rapport à la situation qui était déjà pas brillante, mais que j'avais découverte il y a 30 ans à Lyon, où c'était quand même un peu regroupé, il y avait une sociabilité, il y avait... on veillait sur les collègues, parce que le problème principal de cette activité, c'est l'insécurité. Qui sont moins possibles aujourd'hui. Donc, effectivement, on peut avoir un regard, c'est pour ça que la conclusion qui fait un peu un panorama international des législations, des politiques publiques en la matière. On voit quand même une certaine convergence, même avec des mesures ou des philosophies de politique publique très contrastées, souvent des effets pervers et les mêmes effets pervers. En tout cas, on regarde des objectifs affichés. Parce que si l'objectif implicite ou inavoué, c'est d'exclure la prostitution de l'espace public, c'est super efficace. Peut-être peut-être que tu sur ce sujet-là... Ils ont arrêté de taper sur les prostituées, ils ont pénalisé les clients, c'est uniquement parce que les prostituées est un métier reconnu et taxé, et que s'ils interdisaient ce métier, ils ne pouvaient plus taxer dessus. Donc on tape sur le client. Mais la volonté de l'interdire, c'est le même. Le fait de les chasser du centre-ville, elles occupaient des lieux qui ont été gentrifiés depuis par Colomb. Là, actuellement, elles sont à Gerland, ils essayent de gentrifier Gerland, il y a des travaux, ça a été racheté par GL20, elles sont en train de se faire dégager aussi. C'est comme pour les SDF, on ne veut pas les voir dans l'espace public, ça fait mauvais genre. Tout le vocabulaire autour des prostituées, enfin là on a parlé de femmes, mais le plus gros du vocabulaire c'est des filles. Le problème c'est pas la prostitution que le rapport au corps des femmes tout le temps. C'est pour ça qu'on renie le travail du sexe en fait. La prostituée et le travail du sexe pour moi c'est différent. Le travail du sexe c'est un terme éventail, il y a énormément de travail de sexe différents, il n'y a pas que le porno et les putes. Il y a, je utilise le mot pute parce que je peux, mais j'aime bien. Il y a tout un panel, on nie le travail masculin et on met les personnes trans à part alors que ce sont des hommes et des femmes aussi et qui sont en plus fétichisés. Mais c'est toujours le rapport aux filles, le vocabulaire c'est les filles, les pauvres filles exploitées, tout ça. Il y a des filles qui peuvent se faire 1000 balles par jour, qui ont des diplômes de cadre dans leur pays, et en France tout ce qu'on leur propose c'est des tafs de ménage. Le problème c'est le rapport aux femmes, sociétal aux femmes. La prostitution c'est un épouvantail en réalité. C'est plus complexe que ça. Et si on tape sur les clients et pas sur les femmes, c'est parce qu'on les taxe sur leur métier mais on leur donne aucun droit. Elles ont tous les devoirs, elles doivent raquer tout le temps, mais elles n'ont aucune protection de l'État. Là, elles ont tous les devoirs. Il y a un non-sens. On met les problèmes sous le tapis, on les met en danger volontairement. Alors que c'est un problème qui serait assez simple à régler, à mon sens. Pardon. Je me suis un peu perdu sur... mais voilà. Mais les bienfaiteurs, ça me fait... J'ai eu l'occasion de croiser une fois une opération, mais coup de poing au stade de Gerland, qui est un milieu qui est très dense. Je ne sais pas quelle est la société, mais ils sont arrivés, ils étaient une cinquantaine, ils ont fait tous les camions avec des énormes marmites de soupe, de machin, en mode genre mangez mesdames, mais elles n'ont pas faim. Elles n'ont pas faim. Qu'est-ce que c'est que ça? Elles n'ont pas faim. Puis on a Jojo Burger qui livre. Enfin, qu'est-ce que tu veux avec ta soupe, quoi? Le problème des bienfaiteurs, c'est qu'ils s'intéressent à l'idée qu'on se fait de la pauvre fille victime. Mais elle ne s'intéresse pas aux femmes, au fait que c'est pas moins noble d'être un intérimaire, d'être appelé, d'être aspiré dans un buisson pour aller soulever les palettes et se casser le dos pour un patron ingrat que d'aller vendre son sexe au final. Enfin,
Il y a un moment donné, ce rapport du corps, il est tout à chacun. Et ce qui fait chier l'État, c'est que les prostituées sont... et ça, ils sont dans le déni. Il y a des réseaux, il y a des combines, ok, mais il y en a beaucoup qui sont indépendantes en réalité. Je ne sais pas si c'est le moment des questions ou quoi. Bah, J'aurais des C'était questions. prévu que ce soit un peu après. Pardon? C'était prévu que ce soit un peu Eh après. ben, pas de souci, moi j'ai l'impatience d'attendre. Non, mais en fait, ça va Ouais. rejoindre un peu. Moi, j'avais envie de vous, mais tu peux peut-être poser ta question, parce que si c'est en lien avec ce qu'il dit... J'ai aucun problème à attendre, mais c'est à monsieur que je voudrais la poser, parce que je connais un peu assez les travaux de Lilian. Ouais. Et du coup, c'est pour rebondir sur ce qu'il vient de dire. mais Ouais, vas-y, continuez, non, vas-y. je Alors veux désolé pas- si je suis découvert un short d'une grosse journée de Enfin, quand je dis rebondir, c'est bah, pas c'est pour être en une opposition avec toi, hein, j'ai une question Ah à mais poser. j'ai pas vas-y. Mais continuez. Mais non mais pose ta question, t'as teasé maintenant. Du coup, donc je viens d'écouter avec attention ce que tu viens de dire. Est-ce que pour toi, pour connaître assez bien les travaux de Lilian. Lilian, pardon, C'est quoi son nom? là tu viens de parler donc de la considération et d'un statut en fait. Est-ce que pour toi une solution serait que pour la prostitution, qu'elle soit, je ne parle pas des gens qui l'exerceraient, donc des artisans, qu'elles soient femmes, hommes, transgenres et tout, ça m'irait très bien. Est-ce que pour toi, une solution, donc que pour moi aussi dénie l'État, serait un vrai statut d'artisan ou d'entrepreneur Elles l'ont déjà ce statut. Je sais, elles payent des impôts. Par contre, la majorité des personnes dont on parle, et c'est des choses qui font partie beaucoup des études de Lilian, c'est que ces personnes ont ce statut quand elles ne, de ce que j'en connais, de ce que j'en lis, quand elles ne sont pas soumises au joug d'un réseau. Oui. Donc maintenant, est-ce que, en fait, voilà, ma vraie question, est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait un vrai statut pour les personnes travailleurs ou travailleuses du sexe, c'est l'expression que je connais le plus, est-ce que tu penses que ce serait la solution pour que des personnes ne soient pas exploitées? Est-ce que tu penses, et je ne te demande pas d'avoir la solution définitive, hein, c'est juste ton avis et ton sentiment, est-ce que tu penses que ça empêcherait malheureusement ces réseaux qui, Bien sûr, mais qui par sont exemple, ultra puissants? je vais me permettre de remettre l'église au centre du village. Par exemple, on a des cas d'esclavage moderne où il y a des gens, des bourgeois qui ont des gens dans leur placard qui font le ménage pour eux. Est-ce que pour autant le métier d'agent d'entretien dans sa globalité est un problème? Non. La prostitution, c'est la même chose, c'est un métier. La traite des humains, la traite des femmes ou quoi que ce soit, c'est un autre problème. Je comprends que ma Tu vois ce question que je va veux dans dire? ton sens, hein. Voilà, Moi, le problème, c'est pas le métier connais lui-même, que moi. c'est on s'en sert comme épouvantail en disant oui, mais la prostitution, c'est la source de l'exploitation humaine. Non, il y a d'autres métiers où il y a de l'exploitation humaine, ces métiers-là sont pas plus problématiques pour autant. Pour moi, la solution serait de réouvrir les maisons closes en mode, là, on te met à disposition un box avec mesures d'hygiène, sécurité, machin, gna gna, travaille dans des bonnes conditions. Je suis d'accord avec toi. Voilà, pour moi, la solution. Non, Donc, je m'énerve pas, j'ai une grosse journée et du coup, je parle très vite et je suis pas énervé. En tout cas, Pardon. une institutionnalisation du fait et de ce travail serait une bonne solution pour toi. Pour moi, la solution, ce serait d'arrêter d'être hypocrite et d'arrêter d'avoir un traitement différent des femmes et de les infantiliser à outrance en prétendant de facto qu'elles sont victimes de quelque chose avant d'en savoir plus. C'est du cas par cas, tout le monde n'est pas victime. Mais de facto, les assos ou l'État ou quoi que ce soit a décidé que t'es une femme, t'es une victime. Surtout si t'es une femme indépendante, c'est que t'as un problème. Bon, c'est très culturel à mon sens. Et je dis ça, enfin j'ai pas d'expérience, je suis pas sociologue ou quoi, moi je suis sur le terrain tout le temps. Et le problème, les personnes de mauvaise vie, c'est pas les personnes dans les camions, hein. C'est les personnes qui sont en train de défiler devant, hein. C'est des animaux. Hein. Je connais des étudiants. C'est, Enfin voilà, moi c'est mon point de vue. Non, mais Je dissocie vraiment le métier de prostituée des problèmes qui sont liés à ce secteur d'activité. Il y a d'autres métiers où c'est le Aucun cas problème. et on les remet pas en Avec cause, intérêt. tu vois. C'est à toi que je pose la question. Qu'on vende ses bras ou son sexe, pour moi c'est la même chose en réalité. C'est marrant parce que ça me rappelle un film de Kawabata qui s'appelle La Nuit des femmes et dans lequel il y a des prostituées qui sont dans un camp de réinsertion, etc. Et il y a les bourgeoises qui passent à côté et elles disent aux prostituées c'est pas bien de vendre votre corps. Et les prostituées répondent c'est pas bien de vendre ton cerveau et ton temps. Voilà. C'est ça. Puis, Et c'est assez voilà, c'est mieux mais comme ça. c'est pas le fait. Il y a cette catégorie de personnes qui vont vendre leur beauté, leur machin pour être entretenues par quelqu'un.
pourquoi là c'est plus noble et plus accepté que le Ouais, faire. c'est le phénomène de la cocotte au En fait, 19e siècle, etc. À mon sens, et je répète, je suis pas sociologue, j'ai une grosse journée, je suis fatigué, mais à mon sens, la problématique, elle est vraiment aussi sur le rapport aux femmes, le rapport à l'immigration. Enfin, c'est beaucoup plus vaste et on met ça en épouvantail en mode ah les putes, pardon, excusez-moi, j'ai encore dit putes, mais voilà, à mon sens, c'est beaucoup d'énergie dépensée Ouais. sur quelque chose qui c'est juste, voilà, qui changera pas grand-chose en réalité. Alors moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit qu'il fallait remettre l'église au centre du village, et moi, je vais remettre Saint-Nizier, là, au centre. Au centre. Bien vu. Parce que c'est dans l'actualité, et que ça fait 50 ans qu'il y a eu l'épisode de Saint-Nizier, et qu'il y a donc en 1975 une réalisatrice qui s'appelle Carole Roussopoulos, qui va prendre sa DV, qui va prendre ses micros et qui va réussir à rentrer dans l'église Saint-Nizier, dans laquelle se sont réunis une centaine, voire 200 prostituées, et qui va les filmer et qui va mettre à l'extérieur donc de l'église Saint-Nizier des moniteurs vidéo qui vont retransmettre toutes les paroles alors évidemment on n'a pas les droits pour retransmettre la totalité, mais on va remettre ici un petit extrait, parce que le film dure 40 minutes, hein, le film de Roussopoulos à la base dure 40 minutes, il s'appelle donc Les prostituées de Lyon parlent, et c'est la première fois, et Lilian Mathieu donc, le signifie aussi dans son livre, c'est la première fois que les prostituées prennent la parole, parce que ce sont souvent... Et je pense qu'aujourd'hui encore, elles sont réduites très souvent au silence. C'est la première fois qu'on leur donne la parole. Et c'est la première fois qu'effectivement, elles vont Parce que exprimer prendre la des parole, choses. ils l'ont pris un paquet de fois, que ce soit dans la rue ou même Saint-Nizier, on est. Oui, mais voilà. c'est la première fois mais on qu'il y leur a... a pas donné la parole. Ouais. Et puis là, On l'a c'est pas la première écouté. fois que c'est vraiment, voilà, quoi, que c'est vraiment médiatisé, etc. Donc on lance l'extrait, et je voulais vous demander de réagir par rapport à cet extrait-là. Comment vous savez, J'espère qu'on va avoir du temps. On est tous d'accord, non, les gens ne comprennent pas dehors. Et les gens devraient comprendre que si un jour on nous trouve bras sur bras avec un mec, bon, c'est pas parce que c'est un professionnel, c'est parce que c'est un gars qui nous plaît. Peut-être que demain il ne plaira plus, ça va pas pire pour lui. Mais de toute façon, c'est parce qu'il nous plaît, un point c'est tout. Maintenant, c'est évident que si ce gars il gagne 200 000 balles par mois, que moi j'en gagne 300 000, si on met notre cagnotte en commun, c'est évident qu'automatiquement il va profiter plus ou moins de l'argent que j'aurais gagné. Mais moi, de toute façon, toutes les bonnes femmes qui sont mariées, qui foutent rien chez elles, qui sont chez elles à rien foutre, tant mieux pour elles, c'est une politique qu'ils ont discuté ensemble entre couples. Et que le bonhomme travaille et ramène de l'argent. De toute façon, moi je connais les personnes mariées, légitimement, les gens honnêtes, dont le bonhomme n'a jamais foutu sa vie parce qu'il n'a pas envie de travailler. La bonne femme va travailler, bon, mais c'est d'ailleurs dans un ménage, on ne pose jamais de questions pour savoir comment ça se fait que le bonhomme ne travaille pas, du moment qu'elle fait un travail honorable. Alors je suis désolée, la prostitution n'est peut-être pas honorable, mais c'est quand même un travail et un métier. Et de toute façon, l'honorabilité, on sait ce que ça vaut, on se demande où elle commence et où elle finit. C'est sûr. Et puis de toute façon, maintenant, les gens, ils doivent comprendre réellement que nous sommes vraiment au bord de l'émeute à tout point de vue. Parce que tout va bien, maintenant, il est évident que toutes les filles de France ont compris le truc, ont compris que de toute façon, les pouvoirs publics n'étaient pas systématiquement un gendarme, ça voulait pas dire la loi. Maintenant, c'est plus possible, le gendarme, ça n'est plus la loi. Le gendarme, c'est simplement la répression. La loi, maintenant, en ce moment, on se demande où elle est. Et pratiquement, elle n'existe plus parce que la loi, elle est tout à fait particulière pour tout le monde, alors que normalement, elle devrait être impartiale pour toutes. C'est C'est YouTube, hein. J'en ai besoin, j'ai chargé le Il y avait un mot très savant qui s'appelait les péripatéticiennes pour désigner les prostituées, parce que c'était celles qui marchaient de long en large. Donc, Vous savez, on est en 2025, les gendarmes ils disent encore filles de joie. c'est vrai. Oui, oui. Vous êtes le fournisseur des filles de joie, mais on est en 2025, gros. Oui, maréchaussée, je suis le fournisseur des filles de joie. Des filles et garçons de joie. Tu m'apportes tellement de peine, toi, par contre. Je suis fatiguée. Laisse-moi tranquille. Donc je sais pas, je voulais avoir vos réactions par rapport à cet extrait documentaire de Roussopoulos, en fait. Parce que je trouve ça, ouais, voilà. Je trouvais ça intéressant de ramener cet événement-là,
Ben oui, ça Enfin, va vous être en avez déjà un peu parlé, ça va être un peu... Mais, ça va être les 50 ans dans quelques jours. Hein. Ça a commencé, l'occupation a commencé le 2 juin 75. Donc juste pour voilà, les gens qui ne connaîtraient pas l'événement, les prostituées de Lyon qui racolaient essentiellement et qui travaillaient essentiellement dans le centre justement autour de l'église Saint-Nizier, les petites rues perpendiculaires à la rue de l'Arrêt, qui était quand même le gros, notamment la rue Mercière, qui a rien à voir avec la rue Mercière qu'on connaît aujourd'hui, était harcelée par la police avec des PV pour racolage, était menacée de peine de prison, et ce qui était très, très angoissant pour elle, parce qu'il y avait beaucoup de mères qui risquaient si elles allaient en tôle, elles risquaient de perdre la garde de leurs enfants. Donc il y a eu une mobilisation qui s'est mise en place, alors notamment avec des bienfaiteurs hein, qui sont les militantes catholiques à l'époque de gauche du mouvement d'Uni, qui leur ont un peu fait... qui leur ont apporté leur savoir-faire militant, qui ont aussi mobilisé leur réseau avec la hiérarchie catholique, qui ont négocié l'occupation de Saint-Nizier. Alors occuper une église, c'était une forme d'action qui était assez fréquente dans les années 70, notamment pour des grèves de la faim de travailleurs immigrés sans papier. Et donc, voilà, on ne sait pas exactement le nombre, mais un bon nombre de prostituées de Lyon ont occupé l'église Saint-Nizier, ce qui a fait un buzz qui a dépassé toutes les espérances. Hein. Alors, il y avait l'espoir quand même de faire un peu du buzz médiatique. Alors en plus, ça marchait bien dans les milieux catholiques, une nouvelle fois catholiques sociaux de gauche. C'est la figure de Marie-Madeleine qui vient à l'imaginaire. Les militants d'extrême gauche de l'époque, qui étaient aussi assez dynamiques, ont appuyé parce que le gouvernement, c'était Giscard, président, Chirac, Premier ministre. Et puis le mouvement féministe qui était extrêmement dynamique à l'époque, on est quelques mois après la légalisation de l'avortement, qui a été une lutte considérable du féminisme français. Donc elles apportent leur soutien immédiat à des femmes qui sont stigmatisées pour leur sexualité entre guillemets déviante, hein, on en revient à ce que j'évoquais au départ, qui sont opprimées par une institution, l'archétype de l'institution patriarcale, c'est-à-dire la police. Donc solidarité immédiate. Et donc Carole Roussopoulos, qui est une vidéaste féministe, elle vient avec sa caméra. Là, évidemment, l'enjeu, c'était que les prostituées soient regroupées à l'intérieur de l'église, mais qu'on ne puisse pas les identifier, qu'on ne voit pas leur visage. Bon. Et il y avait malgré tout beaucoup de gens qui traînaient autour de l'église. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Enfin, le truc jamais vu. Et Carole Roussopoulos a inventé un dispositif génial, c'est qu'elle a filmé les prostituées en train de parler. Donc on voit, alors certaines sont de dos pour que justement on ne puisse pas les reconnaître. Et cette parole qui ne peut pas s'exprimer directement, elle a été diffusée par le moyen de moniteurs devant l'église. Voilà, donc les gens, les Lyonnais, les Lyonnaises pouvaient entendre ce que les prostituées avaient à dire. Voilà, donc ils pouvaient savoir pourquoi elles étaient en colère, pourquoi elles s'étaient révoltées, etc. Mais Carole Roussopoulos a poussé le raffinement, en tout cas a poussé le dispositif jusqu'à filmer les gens, les Lyonnaises et les Lyonnais, qui écoutent les prostituées, qui parlent notamment de leurs clients. C'est ce qu'on voit au début de l'extrait. Voilà, on voit les visages, mais vous avez des messieurs qui sont assez surpris de ce qu'ils entendent. Et on peut faire l'hypothèse, évidemment on ne sait pas, qu'il y avait un certain nombre de clients qui étaient dans ce public et qui, pour la première fois, avaient un retour d'expérience, on va dire, sur leur manière de se comporter. Donc le film, c'est compliqué de le voir, mais on en a passé juste un extrait, mais il est assez génial pour ça. Alors il date d'il y a 50 ans, je pense que beaucoup de choses ont changé. Alors, notamment, c'est un événement
majeur parce qu'il a transformé de manière assez radicale le regard porté sur les prostituées. Et alors, si elles ont occupé une église en 75, c'est qu'en 72, elles avaient essayé de faire une manifestation. Parce que bon, il y avait des hôtels de passe qui étaient illégaux dans le centre de Lyon, dans le même quartier, mais qui fonctionnaient. Donc les prostituées recrutaient leurs clients dans la rue et payaient à l'hôtelier, et puis on prenait une chambre pour un petit moment, comme on dit. Et en fait, ça existait, ça fonctionnait malgré que ce soit interdit, parce que les flics de Lyon étaient corrompus, recevaient des enveloppes pour fermer les yeux. Bon, en 72, on découvre qu'il y a des flics ripoux, et on ferme les hôtels. Donc les prostituées sont pas contentes, et quand on veut exprimer son mécontentement en France, le moyen le plus évident, c'est de faire une manif. Sauf que ça n'a pas marché parce que une manif, vous affichez au grand jour votre visage, ou en tout cas, bon, vous n'avez pas anticipé ça. C'est un épisode qui est traité dans la presse locale, notamment Le Progrès, sur le mode de la rigolade. Alors là, c'est le gag, enfin, c'est le truc. Bon. Et il y a une autre trace de cet épisode, mais qui n'a pas d'écho quasiment, c'est le film de Bertrand Tavernier, L'Horloger de Saint-Paul. Si vous vous rappelez du film, ça commence, c'est une bande de copains, que des mecs, qui dînent un soir au resto, et picolent bien, et il y en a un qui dit « Ah mais moi j'y étais à la manif des putes ». Et ça dure 2 minutes, c'est pas l'enjeu du film, mais ça fait rigoler tous les potes, quoi. Il dit, ouais, la circulation a été bouchée, donc le commissaire a crié, tout le monde sur le trottoir, donc, un mot historique, bon. Ça fait rire, la prostitution, ou alors ça fait froncer des sourcils, parce que les prostituées sont liées avec le grand banditisme et transmettent des maladies vénériennes. Bon. Avec 75, et cet événement, et puis ce que montre le film de Roussopoulos, c'est qu'elles prennent la parole. En leur nom, en tant que telles, elles ne sont pas repenties, elles ne sont pas en train de s'excuser de faire ça, elles ont des revendications, elles ont des griefs à exposer, notamment face au monde politique, face à la société, et on les prend au sérieux. C'est-à-dire ça cesse d'être un sujet de grosses rigolades entre copains. Alors, ça a aussi un effet de dire, oui, elles sont dans une situation malheureuse, elles ont des raisons de se plaindre, etc. Et ça va nourrir un renversement qui va se consolider au fil des décennies ultérieures, et qui s'est véritablement consolidé, on va dire, ces 20 dernières années. C'est-à-dire, ce sont des victimes. Elles sont passées du statut de coupable, de lien avec le banditisme, d'être un problème de santé publique, à ce sont les victimes du grand banditisme. Elles sont toujours associées. Et quand elles disent autre chose que ce qu'on attend qu'elles disent, c'est qu'elles ont... Voilà, on les manipule. Donc, ce renversement a des effets ambigus. C'est-à-dire, on les a prises au sérieux en 75. On continuait à prendre le problème de la prostitution au sérieux, mais leurs paroles restent disqualifiées. Et je dirais, le stigmate, il s'est transformé. Mais il reste un stigmate. C'est-à-dire qu'elles étaient des femmes de mauvaise vie au 19e siècle, au début du 20e. Aujourd'hui, elles sont des victimes, donc elles sont de toute façon différentes de la norme. Je crois qu'il y a Zine qui voulait poser une question. Alors, pas exactement une question. Ou intervenir. Sur la disqualification, c'est pas la pute qui est disqualifiée, c'est la femme. Je vais faire une petite anecdote. Je vais rebondir sur ce que j'ai vu, et pour revenir à ce qu'il a dit, qui est, en fait, avec une petite anecdote. Dans les années 80, je bossais à Auchan-Saint-Priest, je développais des photos avec une nana qui s'appelait Virginie. Et voilà, je bossais dans des cons, avec des cons, etc. Et un jour, le chef de rayon, qui était un abruti, je ne vais pas rentrer dans les détails, elle lui a acheté un téléphone à la gueule, elle lui a dit
fuck off. Et puis à l'époque, c'était gros. Hein. Voilà. Et la semaine d'après, elle est devenue, elle s'est réinventée call girl. Et du coup, du jour au lendemain, elle a gagné en un jour ce qu'elle gagnait et ce que je gagnais en un mois. Donc ça, c'est le premier truc. Sur l'indépendance, en fait, je fais ce que je veux déjà. Première chose. Je gagne ma thune et je t'emmerde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est après, elle s'est mise à écrire des bouquins, notamment un truc qui s'appelait Baise-moi, où elle raconte qu'en fait, elle avait suivi un viol collectif, mais aussi elle avait vendu son corps. Et elle disait, in fine, moi, ma chatte, il n'y a pas de trésor dedans, j'y mets ce que je veux, je le donne ou pas, et en fait, vous me faites pas mal. En fait, le contrôle de mon corps, c'est moi qui laisse, pas vous. Que vous soyez violeur, capitaliste, gauche, droite, État, bandit, Église, en fait, je reprends le contrôle sur mon corps. Et c'est ça le problème, à mon humble avis. C'est la même qui a écrit comme quoi, qui décrivait à quel point on salissait la sexualité des femmes. Qu'on a dépossédé les femmes de leur sexualité, qu'on le salit tout. À chaque fois, on parle de déviants, tout ça, mais personne ne pose la question des clients. C'est pas elles qui achètent un service déviant. D'une. De deux, elles se sont pas soulevées parce qu'ils ont fermé les hôtels, elles se sont soulevées parce que ça fait que quelques années qu'il y a les filles qui arrêtent de leur taper sur la gueule. Que même là, en 2025, tout ce qui touche autour d'elles à l'argent des prostituées, c'est proxénète. Si elles ont un mec, il peut se faire embarquer pour proxénétisme. Si elles louent un appart, enfin, ça n'a aucun sens. On leur enlève toute initiative, toute possibilité. Genre, elles sont responsables de rien. Elles sont responsables de rien. Mais alors pour être sur le terrain, même sur les zones les plus crades, est-ce qu'on se rend compte qu'elles ont la possibilité de dire non et qu'elles savent très bien faire? Ah bah elles savent très bien faire. Hein. Il y a des mecs qui tentent. Hein. Moi je vois des vols planés réguliers en mode oh lui il a tenté. Tu vois. Et à aucun moment jamais les hommes. Et en plus, ce qui me dérange aussi, c'est qu'on focus dessus alors que le travail du sexe, il y a tellement... Là, les seules travailleuses du sexe qu'on écoute, c'est un peu des privilégiés, c'est les blanches qui font cam girl, qui présentent bien. Elles, on les écoute. Je les blâme pas parce que ça va donner une autre parole. Elles ouvrent une voie où elles, on va les écouter parce qu'elles ont ce privilège-là de pas être migrantes, d'être blanches, d'être ci, d'être ça. Mais parce qu'au-delà des femmes, il y a aussi les migrantes, tout ça. Enfin, non, là, je me suis perdu, je sais plus où je voulais en venir. Mais il y a rien qui va. Non, mais je vais dire, pareil, on tape toujours encore sur les femmes, mais les consommateurs de ce service, ceux qui réclament ça et qui ont des demandes de pire en pire, c'est pas les femmes. Et pas les femmes. Ah, c'est ça, le grand banditisme. Mais c'est comme pour la drogue, en fait. L'État refuse de gérer certains aspects. Si l'État ne gère pas, il y a d'autres qui vont le faire. L'État, en refusant d'agir, de légiférer, d'être présent concrètement et de manière constructive, il laisse la place à d'autres. Il y a d'autres réseaux qui vont s'infiltrer et dire bon bah écoute, voilà. Après c'est une dinguerie, hein, c'est un microcosme, hein, c'est une société dans la société, hein, il y a une économie à part, machin, il y a de la spéculation, c'est une dinguerie. Pourquoi? Parce que l'État veut mettre le problème sous le tapis, mais on peut mettre les choses sous le tapis, ça les empêche pas d'exister. Juste on met les gens en danger. Voilà. Mais je rejoins Zine pour dire oui, le problème c'est pas tant ça, c'est juste le rapport aux femmes. Et ça me désole de dire ça. Et pour le nid, tout ça, qui n'était pas forcément de gauche, hein, ils étaient plus catho que de gauche, faut aussi prendre en considération c'est quoi le but de ces assauts bienfaitrices. Il y a des enjeux derrière, il y a des budgets, il y a des enjeux, il y a des machins, il y a des gens, ils sont à côté de la plaque, ils ont l'impression de sauver le monde, ils le font pas, parce qu'à aucun moment ils écoutent les personnes concernées, mais il y a des enjeux derrière. Voilà. Ça, après, je suis trop frais dans le milieu pour. Et puis, c'est pas mon bail, donc moi je suis juste un vendeur de capote. Mais voilà, faut aussi prendre en considération ça. Il y a les sauveurs, c'est pas les autres qui veulent sauver, c'est leur cul, ils se mettent bien. Hein. Vous vouliez intervenir, oui. Bonjour. Moi Quai comme ok, mais sans le O. Moi j'avais juste une question à ton intention. Dans le reportage, ce qui est hyper fort en fait, c'est qu'il y a cette volonté de dignité en fait. Oui. On peut être considéré comme des victimes. Et un des effets un peu étranges, je trouve, à l'air c'est la sacralisation de la parole de victime et comme une position finalement dominante. Où la question de se positionner en tant que victime donne la capacité à jeter l'opprobre ailleurs. Et du coup, je me demandais, j'ai noté parce que je suis hyper stressée de parler là. Et du coup, j'ai dit, je vous dis, alerte post-MeToo, où le statut de la victime est une parole un peu sacralisée, la posture de dignité et de respectabilité réclamée par les prostituées est-elle une figure hors norme qui sera pour toujours marginalisée?
Bah, en fait, je vais te répondre très simplement, le statut de victime, c'est pas elle qui se le donne, c'est pas elle qui se revendique victime. Ouais. C'est quelqu'un d'autre qui a dit qu'elle serait victime. Mais la parole de la victime, elle est sacralisée quand la victime elle-même se revendique victime. Mais enfin, j'ai pas envie que Jojo demain arrive en me disant non mais t'as des problèmes, t'es victime de la société, nique ta mère. Enfin, là c'est pas elle qui se revendique victime. Là, on les victimise. Et on refuse de les écouter, et c'est pénible. Là, elles hurlent, elles disent, mais attendez, moi j'ai un mec, c'est pas ce qui me plaît, c'est pas mon proxénète. On va pas retenir, on va dire, oui, les putes, elles se rebellent, elles ont des problèmes, mais leur problème, c'est pas la fermeture des hôtels, c'est l'État qui leur met... Même là, on est en 2025, l'État trouve des fourberies pour continuer de taper dessus. Alors les flics, ils n'ont plus le droit de taper dessus, ils passent pour les siffler maintenant, mais maintenant, ils les avoinent sur les camions. Il y en a une, là, hier, c'est pris 1500 balles de contravention pour son camtar. Ils veulent pas, en plus, mensualiser, enfin, il y a des traitements différents, et ils trouvent tous les chemins possibles pour essayer de tacler encore, parce qu'ils savent qu'il y a du fric. Enfin, en ce moment, plus trop, mais il y a une espèce d'acharnement dessus et on refuse de les écouter. C'est un métier qui est reconnu par une partie d'État, mais derrière, alors je vais te dire, gars, mais je suis très fatigué, j'ai plus de vocabulaire, mais on leur chie dessus sans leur donner de réelles solutions concrètes pour être en sécurité, être reconnu, enfin, faut qu'on leur foute la paix en réalité. Je suis désolé, je bâcle très fort. Voilà, mais je suis sûr qu'Ilian fera des trucs plus académiques que moi, parce que alors moi je suis pas éduqué. J'ai été déscolarisé très tôt, pardon. Non mais il y en a certains ou certaines qui n'ont pas choisi quand même. Bien sûr, mais le problème c'est qu'on peut pas faire ça vu qu'on n'écoute pas les concernés. Que si l'État mettait un peu son nez dedans, on laisserait pas la place aux réseaux de s'installer. Le problème c'est que c'est un flou artistique, on ferme les yeux vaguement, on avoine ce qu'on peut. Même les bienfaiteurs, moi je les vois sur le terrain. Il y a vraiment une partie où on sait que c'est du réseau. Et souvent des gens, même pas majeurs, vraiment, personne s'y aventure. Les bienfaiteurs, ils vont donner de la soupe à celles qui n'ont pas faim, mais ces gamines-là, personne s'y aventure. Personne. Les gens refusent d'écouter les concernés, ils vont voir les plus faciles. Ils vont traiter les problèmes les plus faciles des gens qui n'ont pas de problème. C'est ça le truc. Voilà. Bien sûr qu'il y a des réseaux où il y a 1000 raisons qui les poussent à ça. Il y a aussi et là c'est systémique. Une femme qui a des diplômes qui ne sont pas reconnus en France, on va lui laisser quoi comme choix de travail? Là, en une journée, bon pas depuis 2-3 ans, mais en une journée, elle pourrait faire l'équivalent d'un salaire facilement, sans se prendre la tête, en étant autonome. Pourquoi se casser le doigt à faire des ménages pendant 12 heures par jour sans reconnaissance? À un moment donné, il y a vraiment un contexte qui fait que on est en partie responsable de ça. Il y en a qui le font par choix, et je l'entends, et il y en a d'autres qui le font par... Enfin, il y a 1000 raisons d'en arriver à la prostitution, mais à un moment donné, si on n'écoute pas les concernés, on ne pourra pas faire le tri entre les problèmes de réseau, l'exploitation et le reste, et c'est ça qui est dommage. On met tout le monde dans le même panier, mais tout le monde ne sont pas des victimes, enfin, à mon sens. Mais je recontextualise, moi je suis juste un vendeur capote. Mais même là, si je rebondis, même là, vendeur capote, enfin moi je suis un commerçant, je suis leur épicier, mais je suis pas l'asso qui va leur donner gratos. Mais justement là, elles peuvent avoir ce rapport d'avoir des exigences. Elles n'attendent pas de moi que je leur donne... elles n'attendent pas de mendier des capotes. Là, elles ont des exigences, elles sont énervées. Toute la gamme, ça a été développé sur leur cahier des charges. Hein. Elles sont agacées, il faut que ça tienne. Hein. Et le fait d'avoir ce commerce-là, ça leur redonne aussi un peu ce pouvoir d'être considérées. Et on a un rapport vraiment... les trois quarts des mecs s'arrêtent en mode tu fais le plus beau métier du monde, elle paye en nature. Mais je sais pas frérot, quand t'achètes tes capotes à Monoprix, tu suces le caissier. Non, je ne crois pas, bah moi non plus. Voilà, il y a un rapport où là on donne de l'existence, genre je te reconnais dans ton métier, tu es une chef d'entreprise, moi j'ai du matos pour toi. Viens. Voilà. Oui. Enzo, vas-y. Ouais. Est-ce que le fait qu'il y ait une féminisation par rapport à la police ces dernières années, ça a changé les rapports entre la police et les prostituées? Jamais vu de femmes sur le terrain. C'est que les mecs qui sont volontaires pour faire ce secteur-là. Et la plupart du temps, ils roulent au ralenti, porte ouverte pour siffler les femmes. Hein. Il n'y a jamais de femmes. J'ai vraiment vu des femmes sur le terrain. Après, je passe pas mon temps à scruter les camionnettes. Mais non. Je veux bien relativiser quand même. Je me présente, je suis Antoine, je fais partie de l'association Cabiria, qui est une association... Ah mais Cabiria, je vous aime bien. Vous êtes concernés. Vous n'allez pas donner de la soupe à des gens qui n'ont pas faim, vous. Par et pour les travailleuses du sexe et les personnes prostituées. Et je relativiserai le truc de elles se font plus taper dessus par la police, parce qu'il y a un arrêté préfectoral qui est en cours depuis 2 ans. Et elles se font taper dessus aussi quand même. Viens grand, parce que Cabiria ils sont beaucoup plus légitimes que moi à être là. Viens. Non mais sérieux. Moi je relate les propos qu'on m'avait rapportés où il y a des femmes qui disaient justement qu'elles se faisaient moins taper dessus par la police, mais elles se font par contre toujours harceler, mais pour les camions, les machins. Mais après c'est ce que je dis, moi je suis là depuis 1 an. De leur taper dessus en fait.
interdire le stationnement des camionnettes, Oh, ouais. c'est une manière de Ah oui. d'essayer de les Moi, je parlais de taper gérer dessus, l'espace quoi. public, comme disait Lilian. L'arrêté préfectoral, il a été pris un peu avant la Coupe du Monde de rugby. Oh. Elles se sont pris des PV, etc. Il y a la loi de pénalisation des clients qui a été beaucoup plus appliquée à un moment où on a voulu les virer. Parce que si on n'arrive pas à les virer, elles, on va taper sur les clients, c'est leur revenu, du coup elles vont partir à un moment donné. Et pendant la Coupe du Monde de rugby, il n'y avait aucun camion qui était toléré. Oh, mais là, même la journée, hein, t'as vu avec les travaux. Maintenant, il y a des Et là, ils bétonnent les places derrière Chalamel, ils bétonnent les places pour empêcher le stationnement, carrément. C'est. Du coup, elles continuent de se faire taper dessus par la police. Oui, mais c'est pas au sens droit dans la... Enfin, violence physique, c'est ça que j'entendais. Quand elles me disaient elles se font plus taper dessus, c'est en mode violence physique, elles ont plus peur de la police dans ce sens-là. Mais ils les harcèlent constamment en utilisant les camions. Alors, on a des camionnettes qui sont enlevées avec des fouvières qui ne veulent pas les rendre, qui des fois refusent de les rendre parce que le permis est italien par exemple, alors que tu as le droit de récupérer un camion avec un permis italien. Je vois de qui tu parles. Parce que, et du coup, il y a des demandes de plusieurs milliers d'euros chaque semaine pour des TDS. C'est aussi cette cabinet. Mais vous êtes vachement plus légitime que moi, hein, mais venez là. Non, mais. Non, clairement. Juste pour ajouter quelque chose par rapport à la question de la police, là aussi il y a un piège à en parler au singulier, c'est-à-dire que la police, ça peut être des services dédiés à la répression du proxénétisme, ça peut être les flics de base qui font le stationnement. Et donc si la préfecture ou la mairie dit la voirie, vous allez, enfin la police de la voirie quoi, vous allez me dégager tel quartier parce que ça fait désordre, ils vont mettre des PV pour stationnement irrégulier, envoyer la fourrière, etc. Moi, j'ai un peu bossé fait de l'observation avec les mœurs, enfin les brigades qui sont les services de police qui sont spécialisés dans la répression du proxénétisme et qui disent, mais ils nous emmerdent quand eux, ils déplacent les bagnoles, les camionnettes. Et quand ils dispersent la population qui exerce cette activité, on ne peut plus avoir d'informations, on ne peut plus tisser des liens de confiance avec des personnes qui disent je me fais racketter, ou il y a de la violence, il y a des clients qui m'agressent, etc. Donc monter une procédure pour proxénétisme, pour réunir des preuves, etc., c'est un boulot qui est très long et très patient. Comment vous faites lorsque les gens sont perpétuellement déplacés? Donc, alors c'est pas guerre des polices, hein, mais il y a des tensions. Et alors, pour revenir à la première question de Enzo, moi j'ai une collègue qui a travaillé sur les services spécialisés dans la répression et le proxénétisme, et c'est vrai que ça attire essentiellement des mecs. Il y a peu de femmes qui rejoignent ces services-là ou qui les demandent. Et ça induit aussi des biais, c'est-à-dire qu'on est dans des milieux aussi où il y a quelque chose qui s'appelle l'homophobie qui est pas mal présent, qui prend différentes formes. Et travailler sur des réseaux de proxénétisme de mecs qui exploitent des femmes, ça c'est valorisé. Mais alors, des trans ou des travestis qui se rackettent mutuellement, etc., ça, c'est pas très intéressant, c'est pas très... voilà, donc ce qui fait aussi que les affaires qui arrivent dans les tribunaux, en fin de compte, ne sont pas représentatives de la totalité des rapports d'exploitation qui peuvent exister dans cette activité. Voilà. Donc ça a des vrais effets, hein, la composition des services de police. Moi j'ai une question. Oui. Tu parles des... je vous vois ou je suis pas, je sais pas. Tu peux tutoyer, ici c'est la règle. Tu parles c'est l'habitude. des bienfaiteurs. Est-ce que dans les bienfaiteurs, je parlais voilà, d'autres travaux. Est-ce que dans les bienfaiteurs, il y a des gens qui aident les travailleurs du sexe à faire ce qu'ils veulent? Moi, je préfère les travailleurs du sexe, qui aident les travailleurs du sexe à faire ce qu'elles veulent, tout court, sans condition de leur demander d'arrêter de faire une activité qui convient à certaines... Enfin, en tout cas, j'en ai croisé un certain nombre à qui ça convient tout à fait comme activité.
Oui, parce que, une nouvelle fois, le terme de bienfaiteur, c'était le moins mauvais, et j'enregistre la pluralité des conceptions du bien à apporter aux personnes qui exercent cette activité. Je ne mets pas en cause la sincérité, et j'ai pas mais ceux que je préfère et ceux que j'aime moins. Mais parce que tu disais ceux qui disent apporter du bien, à un moment où tu l'avais présenté, Oui. c'est que des exemples de gens pour les accompagner et aider à arrêter. Et je me demandais si tu avais... Oui, non, pas spécialement. Hein, aider, mais ça peut être, très concrètement, une politique d'accès à la protection santé. C'est un bienfait, je pense, pour n'importe qui, qu'on soit ou pas prostitué. Donc voilà, quelqu'un qui imaginerait de faciliter l'accès à la santé, voilà, et rentre dans la catégorie bienfaiteur. En prenant en compte, moi je prends en compte aussi, hein, c'est un effet de titre, mais l'hétérogénéité et la dimension potentiellement contradictoire de ces deux groupes, hein, qui sont en interaction, mais chacun est très contradictoire aussi. Voilà, et tous ne produisent pas des effets pervers. Je dirais ceux qui produisent des effets... Là, j'ai un jugement de valeur. C'est un petit clignotant. Il y a un petit clignotant, je suis dans le normatif, mais ceux qui ont promu et mettent en place la pénalisation des clients me semblent être dans l'effet pervers. Alors, ils y ont pensé, peut-être très sincèrement, ils ont appuyé cette politique-là. Les effets concrets, et ça je pense que voilà, Cabiria et Kay, vous pouvez le voir plus que moi. Vous allez voir que c'est quand même pas top, quoi. Globalement, là, la loi actuelle, en fait, elle pénalise le processus financier, c'est-à-dire qu'une travailleuse du sexe qui peuvent se faire arrêter pour aider s'organiser avec ses amis et avec ses collègues et essayer à travailler. Elle pénalise n'importe qui, n'importe qui vit en appart ou qui achète, n'importe qui lui apporte des capotes, cadeaux comme ça. Nous on passe un peu à travers nous. Ouais, nous voilà. Et Cabiria un peu parce qu'on est la situation communautaire et c'est particulier, mais sinon, on est vraiment super compliqué. Et elle pénalise aussi les clients, ce qui fait qu'en fait, pour moi, la loi, elle les suit complètement. Et le problème, c'est que être isolé, ça rend beaucoup plus fragile face à l'emprise. Ouais. Et que ce soit les sexes, les maris sous l'emprise ou d'autres... La première chose qu'ils font, c'est isoler les gens pour pouvoir prendre de l'emprise. Et du coup, là, ce que fait la loi, c'est que ça les met complètement... Approcher une travail du sexe, c'est douteux... Si je dis bonjour, pourquoi? C'est douteux légalement de presque contrôler. Et du coup, en l'isolant comme ça fragilise énormément, mais du coup, ça favorise les réseaux, en fait. Et je pense que la loi qui pénalise les clients, elle les touche même plus que la loi sur le racolage, parce que la loi sur le racolage, elle prenait le risque de se faire se prendre une amende. Elle savait quand est-ce qu'elle pouvait arrêter de prendre des amendes en rentrant chez elle, etc. Là, elles n'ont aucune action sur la peur des clients de venir, par exemple. Du coup, elles sont beaucoup plus touchées par ça. D'autant plus, l'image que vous mettez, c'est que la loi de pénalisation des clients permet une sorte de tolérance au niveau de l'État de la mise en danger des travailleurs et travailleuses du sexe, dans le sens où ça impose une sorte de pression où le client est potentiellement en danger et peut imposer certaines choses. Non, ça c'est l'isolement, c'est avec l'isolement qu'il faut ça. La plupart du temps, les rares fois que j'ai vu les flics choper des clients, c'est sur les zones isolées où ils savent très bien qu'ils chopent, c'est ouais, enfin, on va rentrer dans le détail, mais là où ils ont la moyenne de les cueillir, ça bouge pas. Hein. Ça ressort vraiment dans ton livre, cette question d'isolement et de la violence. Oui. Même par rapport à ce que tu fais comme travail, par exemple, si le client est visé, il peut se sentir en mesure de demander des trucs genre pas de capote par exemple, parce qu'en fait c'est moi qui prends les dangers. Non, ça c'est la crise économique. Okay. Non, ils ont mille raisons de le faire, hein. La violence elle augmente, mais c'est pas la loi. Enfin, c'est pas la pression des flics qui leur fait peur. Hein. À part dans les zones isolées, où là ils paniquent, mais c'est pas des violents. Enfin, c'est pas les mêmes. Enfin, après j'ai peut-être de la merde, mais Cabiria me corrigera. On revient sur monsieur. Allez-y. Elles subissent aussi des pressions où
des associations qui les aident, qui sont auprès De la part de la part des autorités, de la part de manière d'agir. Est-ce qu'il y a des intimidations? Est-ce qu'il y a des empêchements de... Non. Des intimidations, non, ça passe Non. par des baisses de subventions. Oui. Ouais, on a eu le... C'est ça, c'est économique. Ouais. Il n'y a pas de... Ouais. Oui, c'est ça. Après, on n'a pas... Enfin, nous, on nous a clairement expliqué, entre deux portes, rendez-vous, qu'on nous supprimait une subvention de 80 000 € du jour au lendemain, enfin d'une année sur l'autre. Oui. Parce qu'on ouvrait notre gueule sur les arrêtés municipaux à l'époque. C'était une subvention genre qui venait lors de la région ou quelque chose Qui venait de... Alors, c'était la DAS. Non, c'était juste le passage à la DECS, la cohésion sociale. Ok. Donc, l'État. Parce que ça aussi, au-delà des lois, il y a les arrêtés municipaux. Ludo. Ok, ah oui, il y a tout ça. Bah, il y avait Zine d'abord. J'ai entendu une petite question, comment les... Enfin, il y a une espèce de question là, c'était comment les épauler pour arrêter, enfin les accompagner jusqu'à arrêter. En fait, le problème n'est pas là, c'est comment les accompagner pour continuer, en fait. Enfin, Ouais, je veux dire, bah, c'est ce que disait un peu... voilà. Donc c'était prendre la réponse. Comment arrêter J'avais la pas bien misogynie et le compris, capitalisme? Il y en a qui veulent arrêter, il y en a qui veulent pas arrêter, il y en a qui vont se considérer comme des victimes, Voilà. il y en a qui se considèrent pas comme des victimes. Et Ok. pour moi, c'est juste qu'il faut leur poser la question, qu'est-ce que tu veux faire? Et du coup, on t'aide. Oui. Oui, mais alors là, si on comprend bien l'éloignement des centres-villes, les flics, le harcèlement des flics, des bandits, des Pas machins, exactement. les déviances des clients, en fait, le truc, c'est quoi? Alors là, c'est une question que je pose. Est-ce que c'est le retour de maison close? Est-ce que c'est quartier dédié comme à Amsterdam ou Hambourg, etc. Parce qu'en fait, il faut, enfin, visiblement, je reviens à cette histoire. Je gagne en un jour ce que tu gagnes en un mois et je t'emmerde et je fais ce que je veux de ma chatte. J'aimerais bien, en fait, qu'on pose le truc à l'envers, quoi. C'est ok, parce qu'en fait, j'ai mis l'église, l'État et les bandits, mais la gauche aussi. Hein. Enfin, la gauche, pour moi, c'est pas... la gauche c'est dans les droite, bandits, non sur ce côté-là, pour moi, c'est pas des bienfaiteurs, enfin, entre guillemets, des prostituées. Donc, en fait, il faut peut-être les accompagner à continuer mais convenablement et dignement. Ouais, mais Enfin, Zine, il y en a qui pensent sincèrement bien faire. Il y en a qui pensent sincèrement bien faire. Il y a un problème d'éducation de base, il y a un problème d'écouter les gens concernés, ça se limite à ça. Mais l'enfer est pas avec de bonnes intentions. Hein. Mais qui les écoute? Mais c'est ça le problème. Le problème il est là. C'est qu'avant d'aider, écoute. Genre, viens pas me donner viens pas me donner des gants si j'ai mal aux pieds, quoi. Donne-moi des pompes, quoi. Des Adidas, des petits machins. Mais la question, c'est pas forcément de les accompagner pour arrêter ou les accompagner pour continuer. C'est accompagner et créer les conditions de décider ce qu'on fait de sa vie. Y en a qui veulent arrêter, qu'elles puissent arrêter, qu'on leur colle pas une grosse étiquette dans le dos, je suis une ancienne prostituée, ce qui évidemment va pas encourager à les embaucher. Et puis celles qui veulent continuer, qu'elles ne soient pas menacées d'agression, qu'elles ne soient pas exploitées par des bandits, qu'elles puissent, quand elles portent plainte contre un client, qu'on enregistre la plainte. Mais en fait, ça c'est des problèmes qui ne sont pas spécifiques à la prostitution. Des plaintes qui ne sont pas enregistrées pour des violences, ça arrive quand même bien en dehors de ça. La question d'accéder à la santé, à une retraite digne, etc., ça ne concerne pas que les prostituées, ça concerne tout le monde. Donc, alors, voilà, c'est aussi un peu là où je ne suis pas dans le débat toujours avec... C'est pas mis sous le tapis, mais je suis comme pas disait tapis, Pierre. toi bien. Non, t'as dit que c'était pas mis sous le tapis. Là, on parle, je vous demande clairement, est-ce qu'il faut des retours à des maisons closes et des quartiers dédiés? Non. Je veux dire, voilà, là, clairement, voilà, on est machin. Je pense que personne ne le demande. Hein. Et voilà, Je pense qu'à un moment donné, on pourra poser la question concernée en fait. C'est comme la drogue, c'est comme toutes sortes de... Et la question est, est-ce que derrière des maisons closes, est-ce qu'il n'y a pas un gros réseau de macro aussi? Et coopérative. Il y a Ludo d'abord. Il y avait Ludo qui voulait... Un gros macro de macro, de bandits, d'État, de gauchistes ou de... C'est quoi? Pas de dialogue, on laisse, on s'écoute. Il y a Ludo. C'est pas parce que ça s'appelle une maison close qu'il n'y a pas un réseau derrière. Elles peuvent Est-ce peut-être que- elles-mêmes. Parole à Ludo. Parole à Ludovic, s'il vous plaît, merci. Vous avez beaucoup dit à quel point c'était protéiforme, que c'était un métier qui s'était transformé, qu'il y avait des situations extrêmement différentes.
parlez de la question de l'espace public et de la... En tout cas, le fait que la relation, elle se passe dans l'espace public. Moi, je vois ça très très loin, mais j'ai l'impression que ce qu'a changé Internet, c'est la dématérialisation de la mise en relation entre le client et les prostituées. Comment ça change le travail des associations, comment ça change la réalité du métier, et comment ça change le regard aussi du sociologue sur une réalité beaucoup plus difficile à observer. En fait, on vous avez raison. Là, alors, je dis juste 2 mots pour... effectivement, c'est Kabiria qui pourra en parler, mais c'est pas forcément si nouveau que ça. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, donc 91-92, il y avait quelque chose qui s'appelait le Minitel, qu'on a un peu oublié. Voilà, merci. Tu avais aussi des numéros de téléphone, tu pouvais mettre des petites annonces, notamment ce qui a disparu, là, les journaux gratuits de petites annonces, le 69, le truc comme ça. Ça existe toujours. Bon, moi je ne le reçois pas. Il y avait des petites annonces avec des numéros de téléphone, etc. Avec les mêmes problèmes, oui, mais ça a pris une autre ampleur, mais avec les mêmes problèmes. Que moi, ce que j'ai vu, c'est que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Par rapport à ce que nous disaient les prostituées dans la rue, c'était, moi, le mec, alors j'ai 5 secondes pour le faire, mais à la portière, je le cadre, et je le sens ou je le sens pas. Si je le sens pas, au revoir monsieur. Si je vais chez quelqu'un, ou s'il vient chez moi, qui sonne à la porte, c'est plus difficile de le refuser. Donc tu prends plus de risques, il y a plus d'insécurité. Voilà, maintenant je laisse la parole à Kabiria. Il y a des personnes qui travaillent uniquement sur Internet, par téléphone, etc. Elles développent des compétences aussi pour cerner la personne au téléphone. Elles seraient incapables de juger la personne en 3 minutes dans la rue, mais elles le font par téléphone. Et inversement, les personnes qui ne travaillent que dans la rue n'ont pas les compétences. C'est ça. Plutôt en intérieur. Nous, on a une action sur Internet, on fait le même travail, en fait, on contacte les personnes qui ont des adultes. Après, c'est sûr que le rapport du dialogue, de retour qu'on a, d'importants que dans la rue. On est en contact direct. On va peut-être clore la séance. Bah non, s'il y a je posais ma plus de- question. Ah oui, pardon. En fait, toi. Je t'ai oublié, pardon. Je voulais savoir, alors, moi dans ton bouquin, j'ai bien compris qu'il y avait le Strass et le Nid et un autre dont je ne me rappelle plus. Mais est-ce que ça se développe? Enfin, non, pardon, le Strass, je voulais dire, pas le Nid, pas du tout. Est-ce qu'il y a de plus en plus de collectifs qui se développent par rapport à l'entraide, je ne sais pas comment dire, des collectifs où c'est des gens qui travaillent en prostitution et qui voudraient se mettre en collectif et qui veulent établir une chose, qui voudraient que ce soit accepté socialement, que ce soit un métier à part entière. Est-ce qu'il y a plusieurs ou est-ce que ça se développe ou alors pas du tout? J'aurais un peu de mal à te répondre sur est-ce que ça se développe ou pas. Il y a des collectifs qui se constituent parce qu'il y a plein de raisons de revendiquer, je pense, à l'intérieur de ce milieu-là. Il y a une structuration, y compris internationale, d'organisations et de collectifs. Savoir si ça se développe, je ne sais pas, là, je ne connais pas la situation sur Lyon. Il y a aussi le fait que c'est souvent, j'ai l'impression, des mobilisations relativement ponctuelles. C'est-à-dire, on vire toutes les camionnettes de Gerland, il y a une protestation, il y a du collectif qui s'organise, qui se mobilise. À part le Strass et Cabella, en fait, on connaît rien. Si, il y a d'autres associations de santé communautaire en France, comme Kabiria, mais ça va prendre plus la forme de mobilisation collective ponctuelle qui, j'ai l'impression, ont du mal à se pérenniser et à se consolider. Mais ça, je laisse Kabiria. Des collectifs se créent ponctuellement dans des
En plus fort, je voulais dire la voix, pas le. La voix, la voix. Des collectifs qui vont se créer ponctuellement sur des questions précises et alors qui viennent souvent de réseaux déjà de solidarité entre les travailleurs du sexe qui sont préexistants. Mais du coup, ça va être visibilisé parce qu'il va y avoir une parole qui va être portée sur un collectif particulier à un moment donné, mais qui souvent disparaît parce que les personnes peuvent arrêter aussi l'activité et du coup arrêter de vouloir se revendiquer comme travailleuse du sexe ou prostituée. Les mobilisations, là, il y a eu d'énormes mobilisations par rapport à la loi de pénalisation des clients. La loi elle est passée, ça a tenu quand même quelques années en plus, il y a eu des recours qui ont été faits au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l'homme, les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme qui est tombée il y a pas longtemps, qui n'invalide pas la loi. La dynamique elle est plus là en fait. Ça a chuté et du coup des collectifs qui ont disparu. Ouais. Les assos, le STRAS qui est un syndicat implanté il y a maintenant une dizaine d'années, on arrive à tenir et à être encore dans cette dynamique de mobilisation, mais les petits collectifs qui n'ont pas de moyens, où les gens, la plupart du temps, c'est les personnes concernées qui font ça bénévolement et qui n'ont pas de subvention. Nous, on peut en avoir et on a un salaire. Du coup, voilà, ça joue aussi. Mais enfin, là, ça va avec. Pardon, ça va avec, hein, je me permets. Mais du coup, dans l'association, les travailleurs de l'association, en fait, c'est des travailleurs aussi, c'est des prostituées aussi, parce que ça demande du temps, hein, quand même. Oui, il y a des travailleurs. C'est mixte. Et qui sont salariés. De la les autres salariés. C'est du travail. C'est pas déconnant de le préciser quand même. Et maison close, non, il y a l'idée qui a été suggérée de, parfois dans certains pays mise en œuvre, de coopératives. Ceci dit, quand on lit le livre sur ce monde qui est sur l'isolement, sur la violence, sur tout ça, moi qui viens de la littérature et qui avait vraiment une conception très littéraire de la prostituée, on regrette un peu Maupassant et la Maison Tellier, quoi. Vraiment, quoi. T'as pas vu le passage sur la Hollande, hein, peut-être, non? Non, mais je veux dire, c'est quand même, c'est ultra violent, quoi. C'est isolé, etc. Et je sais pas qui est parti, mais tout à l'heure, ils en parlaient. Et c'est vrai que... Alors moi, j'y connais rien, hein, une fois de plus... Maison close 2.0, comme qui est pareil, il faut... vendre de la drogue au Colorado, quoi. Enfin, voilà, c'est encadré, c'est légiféré, let's go, quoi. Et en fait, voilà, quoi. Mais sauf que, bon, ça va pas arriver à Lyon, quoi, dans une ville qui est détenue aux 3/4 par les hospices civils et les églises catholiques. Donc c'est pour ça que ça arrive à Hambourg. C'est un enjeu national. Et à Amsterdam, chez les protestants, chez la réforme, chez les progressistes. Je suis pas croyant. Non, pardon, mais, parce que les cathos sont aussi progressifs voilà, sur en un fait, rapport il y a quand même, c'est pour ça que la religion, elle revient quand même, posséder quand même le corps des femmes. Et c'est là où je fais attention, parce que après, il y a peut-être aussi des sociologues, des assos de gauche, ou des gens comme moi, qui profitent, vous voyez ce que je veux dire? Du débat. Le débat, profiter du débat, c'est pas... ça serait peut-être bien. Je sais pas, c'est une question. Non, mais moi j'en sais rien. Les femmes et les prostituées. Tu leur demander. Et les prostituées, 6 ou 6, etc. décident de leur... ça te pose pas de problème. Ça n'arrivera jamais, quoi. Ça n'arrivera jamais, en fait. Parce qu'en fait, l'histoire de la Maison Bleue, c'est juste... Mais pas avec des gangs de RPR ou de Corse ou de mafiosi ou de je ne sais quoi, ou de socialistes caviar. À la tête, juste, est-ce que c'est possible ou pas? C'est évidemment complètement utopique ou pas? Mais c'est complètement... j'en sais rien, moi j'en sais rien. Je demande à vous les assos et vous les sociologues. Ça faudrait peut-être demander aux travailleurs et travailleuses. Ah oui. On ne pose pas la question à la bonne personne.
Bah, avant que tout le monde parte, quand même, je voulais remercier Anne pour l'affiche. Oui. Voilà. Ah oui. Et voilà, parce que Anne a fait une super affiche pour la manifestation et je trouve que ça rejoint beaucoup de choses qui ont été échangées et qui ont été dites. Donc voilà, merci à Anne pour l'affiche. Merci à vous. Merci à la COP. Merci aux zèbres. Et merci à Elisa.